Web spectateurs de RP Média, bonjour. Troisième édition de RP Média en attaque, troisième semaine de la CAN 2015. Donc, au sommaire de cette édition, le premier sujet que nous allons consacrer, c'est le maraboutage, le vaudou, le mysticisme lors de la CAN. Elle est assez présente. Est-ce que ça marche? Deuxième sujet, les journalistes. Nous avons assisté à des scènes hallucinantes lors des conférences de presse avec les journalistes, que ce soit du côté du Cameroun ou du Sénégal, journalistes professionnels ou journalistes supporters. La question est posée. Troisième sujet, les joueurs. Les joueurs qui viennent à la CAN, les professionnels, sont-ils vraiment motivés pour mouiller le maillot comme ils le font dans leur club? Le quatrième sujet, la CAN, la CAF tout simplement. Est-ce qu'ils sont assez compétents à ce niveau? Avec ce tirage au sort hallucinant, ce tirage au sort venu d'une autre époque, qui a éliminé bien sûr le Mali. Donc pour nous accompagner lors de cette édition, nous avons nos deux chroniqueurs, gladiateurs en costard, Mansa Moussa, bonjour, et Cheikh Camara. Bonjour. Alors juste un aparté avant de commencer et d'aller droit au but sur les sujets. J'avais dit lors de la première émission que si le Sénégal, les Lions du Sénégal, je préfère les dire les chats du Sénégal d'ailleurs, passaient au premier tour et que le Mali était passé au second tour, j'allais tout simplement laisser ma place ici et porter le maillot du Mali. Sauf que nous sommes quittes, le Mali n'est pas passé malheureusement et je ne le souhaitais pas, j'aurais voulu. Donc je suis là et bien présent. Donc droit au but pour le premier sujet, qui est tout simplement le maraboutage, le mysticisme, le vaudou. J'ai même entendu parler que à l'hôtel des joueurs des éléphants de Côte d'Ivoire, ils ont amené un sorcier, le sorcier d'Akidjo à 15 km d'Abidjan et qui est là pour faire gagner l'équipe. C'est en plus le sorcier d'un attaquant. Donc la présence, vous voyez, du vaudou, est-ce que ça fonctionne vraiment pour les... On connaît l'adage, hein, si le vaudou marchait, le Bénin serait depuis longtemps champion d'Afrique. Donc si vous pouvez rebondir là-dessus. Déjà, il faut savoir que le fétichisme même fait partie de la culture africaine. La population africaine croit énormément à ça, que ce soit dans le fétichisme, donc tout ce qui est animisme, ou même question religion. Hein. On a vu avec l'équipe nationale du Togo en fait en 2013, lors des prières d'avant-match, c'était incroyable. Tu avais des scènes dignes des films des années 50. C'est incroyable. Et après aussi, il faut croire qu'en Afrique, ces choses-là marchent parce que, comme on dit, ça fait vivre une partie de la population. Et donc, du coup, on est obligé d'entretenir en fait ces faits-là. Si on se rappelle, en 72, l'incroyable match entre Mafia Guinée et TP Mazembe qui avait tourné une scène de comédie. Il y a l'équipe qui a refusé de jouer le match en Guinée parce qu'ils avaient un nain en fait qui descendait de l'avion en premier, suivi par les autres joueurs et qui jetait en fait beaucoup de léopard. Et les autorités guinéennes en fait avaient arrêté le nain en question. Les joueurs ont refusé de descendre pour jouer le match. Tant que le nain ne sera pas, disons, relâché, il a été relâché. Par contre, ils ont gardé le sac du nain. Et le lendemain, les joueurs congolais ont repris l'avion, sont rentrés chez eux en signant forfait, puisque pour eux, c'était perdu d'avance parce que ce que le nain devait faire, il ne l'a pas fait. Donc c'est incroyable. Trouver des joueurs professionnels qui arrivent à se laisser aller dans ces croyances, c'est du gros n'importe quoi. Sinon aujourd'hui, la Coupe du Monde qui a été organisée en Afrique aurait été prise par une équipe africaine. On arrête de se voiler la face, on le voit même avec ceux qui se disent musulmans, hein, des joueurs en fait qui rentrent, mettent d'abord le pied gauche sur le terrain, le pied droit, ou voilà le signe du tout ça c'est du gros n'importe quoi. Donc selon toi ça ne fonctionne pas? Ça ne fonctionne alors là pas du tout. D'accord, l'eau pour se laver, tout ça, on l'oublie. Si c'était le cas, je pense que le football africain n'aurait pas été là où il est aujourd'hui. Mais est-ce qu'ils sont forts pour détruire par contre? Faire gagner, non, mais détruire. Par exemple, un joueur qui... On a vu aussi des scènes où des joueurs n'arrivent pas
on ne reconnaît pas le joueur. Voilà, pour moi, en fait, pour moi, ça part même de la croyance. Pourquoi? Parce que tu as certains joueurs, à force de croire que ces choses-là peuvent marcher sur toi, tu pars déjà avec une défaite psychologique. Et donc, du coup, forcément, tu n'es pas motivé parce que derrière, tu arrives à anticiper les résultats. Donc, ça ne va pas marcher. Ah bah forcément, il y aura des efforts. Et je pense que c'est ça, en fait. Les joueurs se sentent crispés par cette croyance-là qui, selon moi, sincèrement, si on regarde les résultats de nos équipes africaines lors du Coupe du Monde passé, ça ne veut absolument rien dire qu'on dit autre chose, mais pas On va y revenir tout à l'heure au tirage au sort, mais on a dit que les marabouts guinéens étaient beaucoup plus forts que les marabouts maliens. Je pense que c'est la CAF qui était surtout nulle, et pas les marabouts. Moussa, oui. Si tu veux rebondir sur ce sujet. Par rapport au sujet, oui, en tout cas le fétichisme et le maraboutage sont très présents dans la culture africaine et donc dans le football, ne serait-ce que par exemple les noms des équipes africaines. On reprend des animaux qui sont des animaux totémiques où certaines équipes pensent, en prenant tel animal, vont avoir les caractéristiques de cet animal. Donc certaines pensent être des lions, pensent qu'ils vont être forts et invincibles. Et on a pu le voir tout à l'heure. Les lions ne sont pas forcément invincibles. Et mis à part ça, c'est vrai qu'il y a d'autres anecdotes à ce niveau-là. On retrouve aussi dans le football local, dans le championnat. Par exemple au Congo, à Kinshasa, dans le stade du 24 mai, on a retrouvé un crâne humain. Dans le stade, en quittant le stade, on trouve un crâne humain. Et l'équipe locale avait gagné, et les Quinois se disaient peut-être que c'était dû à ça. Donc, je pense, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, en fait, ce fétichisme-là a plus un effet négatif, c'est-à-dire que l'adversaire qui croit que c'est réel va y croire et ça va plus le perturber mentalement qu'autre chose. Mais une personne qui ignore ou qui n'y croit pas du tout, ça n'aura aucun effet sur lui. Sinon, comme il l'a dit, les Béninois, les Sénégalais, c'est les champions. Et c'est pas le cas du tout. Ils ont même perdu contre les Phoenix, donc ça veut rien dire. Ok, bon, on va aller sur le deuxième sujet. Les journalistes, vous avez tous vu cette scène hallucinante où le journaliste camerounais a pris à part l'entraîneur des Lions Indomptables en lui disant juste avant le dernier match, vous savez très bien que les Camerounais vous détestent. Alors, si vous êtes éliminé, est-ce que vous allez démissionner ou vous attendez qu'on vous chasse? Des mots ou des propos comme ça de la part de journalistes en pleine conférence de presse, ou alors le Sénégalais qui prend Alain Giresse et qui lui dit carrément, est-ce que vous allez démissionner? Giresse lui a dit que le contrat prend fin à la fin de cette CAN, et de manière encore plus, il s'humilie lui-même en se disant, est-ce que vous allez démissionner alors que le contrat prenait fin? Donc on a assisté à des scènes aussi donc, de journalistes supporters. Et la question est, où se trouve la déontologie en termes de journalisme? Ou alors, est-ce que ces journalistes ne sont pas à la hauteur? En effet, ces scènes surréalistes n'ont pas leur place dans le football. Encore moins le football africain. Je trouve qu'en Afrique, on aime le foot. Et il faudrait que ces journalistes-là, moi je ne vais pas me permettre de les appeler quand même journaleux, arrivent à faire la part des choses. C'est-à-dire le supporter et le journaliste qui est là pour poser les questions dont le peuple aurait aimé poser. Sincèrement, ces scènes surréalistes n'ont pas leur place dans le football. C'est incroyable de poser de telles questions qui, même de l'éthique, on ne devrait pas se permettre. Est-ce qu'il n'y a pas le côté, tu as vu, c'est moi qui ai posé la question et puis tout le peuple est derrière, bravo. Non mais tu regardes même le visage du journaliste en question, tu vois l'énervement. Le mec, il dégageait quelque chose de négatif en lui, agressif. Même Sénégal, je peux comprendre parce que c'était après la défaite. Mais à la veille d'un match aussi important, Cameroun contre Côte d'Ivoire se permettent déjà de sortir de telles phrases, si ce n'est pas pour même déjà mettre une pression énorme sur les joueurs que autre chose. Quoi. Vraiment, ces questions-là, pour un journaliste, il devait avoir d'autres questions plus importantes et qui mériteraient réponse, mais pas sur ce type de questions. En plus, c'est pas aussi le seul problème qu'il y a avec les journalistes africains, c'est que des fois, ils se mettent dans la stratégie de l'équipe nationale. Ils vont, on va dire, quelquefois essayer d'imposer les joueurs qu'ils voudraient voir sur le terrain ou la stratégie que l'entraîneur voudrait mettre en place. Je sais que Stéphane Keshi avait eu des problèmes avec soit la fédération, soit avec les journalistes au niveau de l'alignement, parce qu'il avait aligné tel gardien et pas un autre. Et donc ça avait créé beaucoup de débats et de vagues. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, chaque fois que l'entraîneur prendra une décision, il y aura toujours des critiques qui vont aller dans le sens contraire et vont dire mais pourquoi il a fait ça?
on va dire qu'il ne pourra jamais satisfaire l'ensemble de ces journalistes-là. Il faudrait que ces journalistes puissent justement faire la part des choses et attendre le moment où il y a des critiques. D'accord. Tu veux rebondir? Juste pour dire une chose, parce qu'il y a quand même quelque chose d'incroyable en fait. Il y a Claude Leroy qui avait dit une fois que lorsqu'il voit les entraîneurs européens dire que voilà, il y a trop de pression dans le football et tout, il rigole parce qu'en Afrique c'est incroyable. Là c'est limite en fait, tu as l'impression d'être agressé même physiquement et pas que verbalement. C'est incroyable dans le football aujourd'hui en Afrique. Sincèrement, je dirais que ces journalistes-là devraient... Ça n'arrive pas qu'aux entraîneurs mais aux joueurs aussi. Non, mais même aux joueurs, je trouve que ces journalistes-là dépassent déjà leur métier parce qu'on ne peut pas se permettre, étant journaliste, être là à poser des questions que le peuple aurait aimé poser et avoir des réponses à ces questions-là, se permettre d'aller aussi. Pour moi, ils dépassent carrément voilà, la limite en fait, du respect même de l'être humain. Encore une fois, on va éviter, comme on dit, on va éviter, c'est pas tous les journalistes qui sont dans le même sac, mais certaines presses que nous avons vues, en Mondiovision en plus, donc c'est pour ça que nous avons abordé ce sujet. Donc le troisième sujet que nous allons aborder, et ça revient à la CAF, Confédération africaine de football, le tirage au sort. Utiliser ces critères nous sommes en 2015, pour départager un pays à partir de boules, alors qu'il y avait encore d'autres moyens comme on pouvait compter au niveau du fair play, les cartons jaunes ou cartons rouges, il y avait d'autres temps c'était le nombre de corners, ou même des séances de pénalty qui auraient pu régler la situation. La CAF est toujours là et montre depuis des années leur incompétence. On va parler aussi de l'organisation au dernier moment où ils s'y mettent, mais on voudrait vraiment parler par rapport à la CAF. Moi, je pense que déjà, ce tirage au Cambodge, je sais qu'il y a la CAF aujourd'hui, une confédération dépassée par son temps. Sincèrement, déjà, c'est la chose à mener c'était rigolo. Voir en fait un tirage au sort qui avait autant d'importance, s'organiser en 2 minutes, le président de la fédération malienne et le directeur financier en fait, de la fédération guinéenne, venir tirer 2 boules, bam bam bam, premier, deuxième, troisième, allez c'est fini. Sincèrement, je pense que l'équipe malienne aurait aimé être éliminée sur des critères sportifs et non sur des critères extra-sportifs. Je pense que la CAF devrait faire un toilettage complet sur son règlement parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est une confédération qui n'a pas lieu d'être. C'est plus donné en fait, lorsque l'argent prime sur le sport, c'est ce qu'on dit, ça devient voir où on te pousse. Ouais, je veux confirmer les dires de mon camarade. C'est vrai qu'on a l'impression que la CAF est plus animée par la passion du gain que par une réelle organisation ou une déontologie. Par exemple, au niveau de la dernière organisation, par exemple, quand le Maroc a dû exister, la CAF ne savait plus vers qui se tourner. Et heureusement pour la CAF que la Guinée a accepté d'organiser à la dernière minute cette CAN, sinon il n'y aurait pas eu de CAN, ou peut-être qu'ils auraient peut-être organisé une CAN en dehors du continent africain, au Qatar par exemple, ou dans d'autres pays plus offrants. Donc oui. Et aussi en fait on a assisté je pense au cadeau qui a été fait à l'équipe équato-guinéenne. Enfin voilà, parce que ça a été le seul pays à accepter la CAN après le refus du Maroc. Donc forcément, il fallait leur offrir quelque chose, parce que je pense que cette CAN n'aurait pas été ce qu'on vit aujourd'hui si l'équipe équato-guinéenne était sortie. Et l'exemple parfait, c'était le match contre la Tunisie, où je pense que tous les experts du foot se sont mis d'accord pour dire que voilà, il n'y a pas eu de faute et il n'y avait pas pénalty. Mais bon, c'est la CAF, rien de monsieur. Oui, et puis on se rappellera du tragique incident lorsque le bus togolais a été mitraillé. Et la seule chose, il y a eu des morts. Il y a eu des morts et la CAF a disqualifié l'équipe Togo. Parce que les Togolais voulaient se recueillir, donc ils ont quitté la compétition, ce qui serait normal après avoir perdu ses camarades. Mais la CAF a disqualifié le Togo pour la compétition et pour la compétition suivante des éliminatoires. C'est ce que je dis aussi. C'est ce que je dis. Moi, je pense que la CAF est devenue tout simplement une mafia. C'est-à-dire une mafia de présidents de fédération qui ont un pouvoir, voilà, aujourd'hui, ils ont pris notre football en otage. Et je pense qu'aujourd'hui, les personnes qui aiment le foot, les professionnels du foot devraient se mettre d'accord pour qu'il y ait un réel changement dans le football africain. Sinon, je pense que dans les 5 années à venir, le football africain va totalement disparaître. Après, je voudrais partager un
point, c'est que la CAF est aussi à l'image de la FIFA. C'est-à-dire que c'est une organisation qui partage les mêmes soupçons de corruption. Ils ont tous les deux le même règlement stupide qui est en cas d'égalité parfaite, on puisse procéder au tirage au sort, parce que c'est pas la première fois que ça arrive. C'est arrivé en Afrique, mais c'est aussi arrivé en Coupe du Monde et à l'Euro. Sauf que les Européens sont un peu plus intelligents, ils ont modifié le règlement pour que ça... Donc on évite d'avoir recours à ça, mais en Coupe du Monde, ça peut très bien arriver à la prochaine Coupe du Monde que 2 équipes soient tirées au sort dans les mêmes conditions. Oui, mais sauf que c'était pas les mêmes, parce que là vraiment c'était qualification, soit rentrer chez toi ou continuer la compétition. Ce que tu dis en 90 en fait, lors de la Coupe du Monde, en fait, c'était l'équipe irlandaise. C'était l'équipe irlandaise en fait qui, finalement, c'était juste pour un match de classement, savoir qui allait être premier, la qualification. Et là, c'était qualification, soit l'équipe est qualifiée sur des critères extra et sportifs, soit sur des critères... Non, ce que je voulais souligner, c'est que théoriquement, ça peut encore s'appliquer à l'heure actuelle avec la prochaine Coupe du Monde si on ne modifie pas ce règlement-là. Non, mais il faudrait le modifier, c'est ce que la CAF a dit. Moi, en fait, le règlement, on ne dit pas qu'ils n'ont pas appliqué leur règlement. Mais je me dis, en fait, pourquoi ce règlement a existé jusqu'à aujourd'hui? Normalement, il devait avoir un toilettage depuis pour éliminer tel règlement. L'ironie du sort, c'est qu'à la CAN précédente, il y avait le critère de surplay qui avait été mis en place. Voilà, mais ils l'ont retiré et ils ne l'ont pas remplacé par un autre critère. Et ils l'ont remplacé par un tirage au sort. Donc, c'est une logique qui est Vous comprendrez que derrière ça, nos chroniqueurs sont concernés par ce tirage au sort, vu que c'est le Mali. Non, je salue la Guinée. Je salue le Sili national de Guinée. Big up à un petit message personnel par là. Lola et Antonio qui sont là-bas à Conakry. Sili national, vous comprendrez que c'est assez animé depuis. On va passer au 4e sujet qui sont les joueurs. Et là, ça me concerne principalement. Lorsque les joueurs quittent leur club pour venir en sélection nationale, est-ce qu'ils sont motivés pour jouer pour leur pays? Est-ce que le drapeau ou la patrie, bon, on sait qu'il y a l'argent et prime pour prime, et on va dire c'est des professionnels, c'est un peu normal. Mais venir se défendre un peu, les Lions, je parle des Lions du Sénégal par exemple, on parle de l'entraîneur, je confirme, l'entraîneur est nul. Mais les joueurs qui ne se mettent même pas par terre pour tacler. On a vu des cas précis comme Diafra, que tu pourras même en parler, qui son club se permet de dire non, il est blessé et il ne peut pas prendre l'avion. Et on a vu que ce joueur, un championnat après, il est là à marquer pour son club. Donc voilà, est-ce qu'il y a vraiment une réelle motivation pour aller défendre son... On comprendra certains joueurs qui ont peur de perdre leur place, il y a d'autres qui ont perdu leur place, mais est-ce que la nation ne prime pas, d'autant plus que c'est tous les 2 ans? Moi je pense que déjà le problème, il faut l'analyser sur 2 thèmes différents. On a tout d'abord la fédération qui ne donne pas envie aux joueurs de venir. Si on prend l'exemple du Mali, je ne vais pas parler des années précédentes, je vais me limiter à cette année. Une fédération sans cuisinier qui a eu recours à une autre équipe pour avoir un cuisinier, c'est quand même un Rolex comme scène, c'est incroyable, c'est tout simplement incroyable. C'est le Sénégal qui a donné à préciser ce cuisinier. Merci au Sénégal. Et donc du coup, pour revenir sur notre problématique, c'est vraiment incroyable. Et donc du coup, je pense qu'un joueur qui se dit, bon, je vais venir, je vais être traité comme un guillemets de la merde, ça ne donne pas envie déjà. Après, tu as d'autres aussi qui se disent, bon, je suis déjà professionnel, j'ai rien à prouver, donc je vais venir, je ne vais pas me tuer parce que voilà, j'attends mon club, c'est là où je dois montrer le meilleur de moi-même. L'exemple que tu as soulevé tout à l'heure, Diafra Sakho, c'est un peu différent parce que lui, c'était déjà en octobre, il avait eu un problème. D'après ses résultats, il n'avait pas été sélectionné par Gires et ça avait fait couler les langues. Après, il a été appelé. Son club lui a fait savoir comme quoi, voilà, maintenant tu es bon, tu es le titulaire et tout, si jamais voilà, tu partes et tout, même si officieusement, je le dis, officieusement si tu pars, voilà, tu perds ta place. On a dit qu'il est blessé et 2 semaines après, ce même joueur a joué le dimanche et a marqué un but qui a permis à son équipe d'avoir les 3 points. Je pense qu'il y a énormément de choses, mais moi, en fait, je ne vais pas juger les joueurs, je juge directement la fédération. Parce que la motivation réside dans ce qui nous attend. C'est-à-dire la finalité de la chose. Et tu viens, tu es traité comme, je ne sais pas quoi, tu as des joueurs professionnels, qui viennent dans leur équipe nationale pour jouer. Voilà, c'est plus facile pour la fédération de voler un joueur professionnel
un expatrié, parce qu'on sait clairement que les primes qu'il va toucher est minime par rapport à ce qu'il gagne dans son club, alors que les joueurs locaux, c'est pour cela d'ailleurs qu'on a moins de joueurs locaux dans nos équipes, parce que c'est plus difficile, la famille compte sur les primes que l'enfant va recevoir et on est tous dans le même pays. S'il y a un problème, ça se sait. Voilà, moi je pense que le problème vient même aujourd'hui des fédérations africaines qui sont très mal organisées et c'est devenu aujourd'hui, pour moi, une mafia. Tu as la fédération, tu as le président qui ne s'entend pas avec son équipe parce que l'équipe pense que le président se remplit les poches, et tu as l'ancienne équipe aussi qui derrière veut jeter des trucs dans le roue de l'équipe en place parce qu'on veut qu'il échoue pour qu'on se dise ouais, nous on a fait mieux qu'eux, et donc du coup rien ne peut aller et on ne peut pas faire mieux. Et je pense que le problème est aujourd'hui dans la fédération, après ça remonte aux joueurs de motivation qui va avec. Je dois revenir sur la performance du Sénégal. Après, je ne pense pas que ce soit... en tout cas, les joueurs qui ont été sélectionnés ont perdu parce qu'ils étaient moins motivés. Après, peut-être c'était plus par rapport à la tactique qu'ils ont mis en place. Lorsqu'ils ont affronté l'Algérie, ils se sont dit un match nul suffisait. Ils ont voulu jouer la prudence. Alors que pendant ce genre de match-là, il faut vouloir les gagner pour pouvoir se qualifier. Non, j'ai jamais vu un maillot qui ne se salit pas. J'ai jamais vu un maillot qui se salit pas. Laisse-moi finir. Non, je te parle du Sénégal. Laisse-moi finir. Non, je t'ai laissé parler. Laisse-moi finir. Vas-y. Laisse-moi finir. Mais sois valable. Regarde. Non, je dis juste, j'ai regardé le match. Ah, d'accord. Tactiquement, le Sénégal est dépassé. C'est pas parce qu'ils ont. Merci. C'est pas parce. Ouais, mais c'est pas parce qu'ils n'étaient pas motivés. Tu peux être motivé et être dépassé. Alors, comment tu expliques qu'un joueur, c'est juste un dernier aparté? Le joueur reste sur le but, hein. Ouais. Il laisse partir son joueur, au lieu d'aller courir, il marche. Non, mais je pense que là, il faut voir, il a pu se compter sur l'axe central. Moi, en fait, je ne veux même pas rester sur le côté tactique, il faut juste comparer les Les Lions, vous m'avez fait honte, vous êtes des Lionceaux. Il faut rester objectif. On parlait de. Il faut rester là, c'est le supporter qui parle et non l'analyste. Donc, du coup, pour juste dire, quand on compare les deux matchs, le match du Ghana dégageait quelque chose de positif. Tu vois la motivation, le but d'André Ayou, il était envahi par une émotion nationale. C'est ce qu'on veut voir dans notre football. Voilà. Voir certaines équipes courir comme si... La Guinée est-ce que j'y vais pas? Non, mais même Guinée équatoriale, parce que eux derrière, ils ont leur propre public. On peut voir la motivation peut résider là. Mais voir une équipe comme le Sénégal, après même... Je pense qu'il y a d'autres équipes qui gagnent, mais qui peuvent faire plus, qui peuvent faire mieux que ce qu'ils ont fait. Là, je me pose la question aussi, c'est que souvent vous dites que quand l'équipe perd, c'est qu'elle n'est pas motivée. Mais il faut se dire aussi qu'en face, toutes les équipes sont motivées. Et donc c'est le plus fort qui gagne à la fin. L'Algérie a été plus fort sur ce match que le Sénégal. Moi, oui, je pense qu'on peut perdre un match et vraiment sentir que l'équipe a fourni quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que lors de cette compétition, on a vu des équipes. On avait l'impression qu'ils avaient des parents kidnappés pour pas qu'ils jouent, c'était incroyable. Voilà. D'accord. Après, au niveau des fédérations aussi, c'est vrai que c'est un problème. Je vais revenir notamment encore sur la fédération du Mali, où même on a eu le témoignage d'un ancien joueur qui s'appelle Cédric Kanté, qui disait que lorsqu'on arrive en sélection, on a l'impression qu'on voit l'amateurisme, on a l'impression qu'il y a une volonté, on ne veut pas atteindre le haut niveau. Donc si on entend ce genre de discours, c'est difficile après de motiver les autres joueurs ou même les joueurs qui peuvent être potentiellement sélectionnés pour pouvoir après jouer pour leur pays et prendre le risque de perdre leur place dans leur club alors qu'en face, il n'y a rien qui est fait pour justement arriver à se sur les CV. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que la CAF et les fédérations sont à l'image de ce qu'est le football africain aujourd'hui. Il faudrait une restructuration de la CAF qui, derrière, après, devra mettre en place de réelles politiques pour que les fédérations puissent vraiment commencer à être une fédération qu'on peut appeler de football. D'accord. Donc nous arrivons au terme de cette émission. Juste le pronostic que vous voyez en finale par exemple. Moi sincèrement... Ou quelle est l'équipe qui vous a le plus... Après le match de l'Algérie contre le Sénégal, je pense que c'est cette équipe, je la vois aller au minimum en finale. Après de cœur, je suis avec l'équipe guinéenne, j'espère qu'ils iront le plus loin possible. Non, je suis l'équipe guinéenne. Ah d'accord, je suis avec Sili National, comme on dit, Benbenso Wantanara. Je pense que les finalistes seront issus du bloc C et D, donc pour moi les finalistes pourront être Côte d'Ivoire et le Ghana. D'accord. On vous donne rendez-vous sur cette conclusion. Donc toi c'est l'Algérie, Guinée ou Ghana?
Non, Côte d'Ivoire au Ghana. Sportivement, Plus Côte d'Ivoire. sportivement l'Algérie, mais de cœur, j'espère que l'équipe guinéenne ira le plus loin possible. D'accord. Je pense que la Côte d'Ivoire a tous les ingrédients pour gagner cette CAN. Elle a l'expérience, elle a les joueurs. Maintenant, si tu devais mettre 100 €, c'est qui? 100 €, l'Algérie, bien sûr, je vais être la nationale. 100 €. Je pense que la Côte d'Ivoire va éliminer. Côte d'Ivoire. Ok, donc rendez-vous à la semaine prochaine. C'était RP Média en attaque avec Cheikhne Kamara et Mansa Moussa. Je vous retrouve dimanche prochain.